Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel agro-webinaire du mardi. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du métabolisme territorial dans les espaces agricoles pour avoir une représentation commune des flux de matière entre les acteurs des filières agricoles. Donc, c'est un sujet très innovant et je vais laisser la parole dans quelques minutes à Sonia Ramonteux de l'ACTA, qui est notre animatrice du jour. Elle va vous présenter le sujet plus précisément et les intervenants qui vont se succéder dans ce webinaire, toujours sur la même démarche, les apports de la recherche, les impacts dans la pratique et dans la formation. Et donc, je vous rappelle avant de démarrer que vous avez deux boutons pour interagir avec nous. Le bouton discussion qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Il n'y en a jamais, je le dis à chaque fois, mais l'expérience le vérifie. Je vous mettrai aussi quelques informations et les intervenants pourront aussi vous mettre des liens s'ils le souhaitent ou si vous le demandez. Et le deuxième bouton qu'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton Q&R pour questions et réponses. C'est dans cette rubrique que vous pouvez poser toutes vos questions et merci d'éviter de les poser dans le bouton discussion parce qu'après, on peut les oublier. Je vous repréciserai ça par le fil de discussion, mais voilà, c'est là, à partir de ce bouton-là, de cette rubrique-là, qu'on aura toutes vos questions et que Sonia pourra animer ce temps de questions-réponses en direct. Je vais laisser la parole à Sonia qui va introduire le sujet et présenter les intervenants. Bon webinaire à tous. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le dernier webinaire qui clôture la session sur santé globale. Alors pour préciser, on va prendre un petit peu de distance par rapport à cette thématique de santé globale du territoire et on y reviendra en toute fin à la dernière présentation pour reboucler sur cette thématique. Alors aujourd'hui, on va parler de métabolisme territorial. Qu'est-ce que c'est? Donc ça vise à mieux comprendre les interactions entre les filières et les territoires, notamment les interactions entre les flux et les écosystèmes et les systèmes d'acteurs qui les pilotent. Et donc ça permet de fournir une représentation du fonctionnement bioéconomique du territoire et également apporter des bases de réflexion pour imaginer des scénarios du futur. Alors aujourd'hui, donc 3 intervenants vont se succéder pour apporter différents regards et différents éclairages sur la notion de métabolisme territorial. Tout d'abord, Sophie Madel-Rieux va nous présenter une synthèse de la diversité des regards sur le métabolisme des systèmes agroalimentaires dans la communauté de R&D française. Donc Sophie est chercheure rattachée au département ACT, ACT pour Action, Transition et Territoire, à l'INRAE, basée à Grenoble. Ingénieure agronome de formation, elle s'intéresse aux interactions entre filières et territoires à l'aide des approches métaboliques. Ensuite, Pauline Marty nous présentera les résultats du projet BOAT et quels sont sous l'angle des apports de l'approche métabolique sur les dynamiques de la bioéconomie à travers le cas du Nord de l'Aube. Alors, Pauline Marty est enseignante-chercheuse à l'Université technologique de Troyes sur la thématique de recherche des dynamiques territoriales via le prisme de l'écologie territoriale et du métabolisme urbain. Enfin, Vincent Blasi, qui est ingénieur ITAVI basé à Rennes au sein du pôle environnement sur la thématique gestion des effluents et émissions gazeuses, nous présentera une illustration pour terminer sur une caractérisation du métabolisme territorial appliqué à une plateforme de co-compostage d'effluents de volailles en zone de Vendée. Voilà, donc je laisse la parole à Sophie pour démarrer cette présentation. Oui, bonjour à tous. Merci Sonia pour l'introduction. Alors, je m'excuse par avance qu'il y a des travaux dans le bâtiment. Donc, il y a une perceuse de temps en temps. Je vais essayer de parler fort et j'espère que ça ne sera pas trop problématique. Tout va bien pour l'instant. Je vais pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, pour préciser un peu au-delà de ce qu'a dit Sonia dans son introduction, ce qu'on appelle approche métabolique ou approche socio-métabolique. Donc, je m'appuie pour ça sur une définition de Helmut Haberl et des collègues dans une contribution de 2019 qui identifie ces fondements communs. Donc, les approches métaboliques partent du principe que le fonctionnement d'une société, donc y compris l'économie, repose sur une organisation des flux d'énergie et de matière.
et que cette organisation, donc sa composition, son ampleur, ses formes, déterminent l'impact de la société sur l'environnement. Et dernière chose, que les principes premiers des sciences naturelles, notamment les lois de la thermodynamique sur la dissipation de l'énergie, sont fondamentaux pour comprendre le métabolisme des systèmes socio-économiques. Donc de là, ces travaux considèrent qu'une durabilité dite forte exige que les flux soient compatibles à la fois avec les capacités d'approvisionnement du système Terre et les capacités d'absorption pour rester dans les limites planétaires. Donc, l'ensemble des travaux partent d'un regard sur ce qu'on appelle donc la matérialité, ces flux de matière et d'énergie des systèmes, et ils peuvent être couplés à différents autres regards renvoyant à des enjeux différents. C'est ce que je vais vous présenter dans la suite, donc pour les approches dans la communauté R&D française qui s'intéresse au métabolisme des systèmes agri-alimentaires. Et ce travail, il fait l'objet d'un article en cours de finalisation avec une collègue du département ACT, Barbara Reding-Schloffer. Donc, si on part du principe que les systèmes agroalimentaires constituent d'importants consommateurs de matière et d'énergie, un des enjeux de ces approches métaboliques, c'est de rendre visible l'invisible et donc cette circulation de flux en jeu dans le fonctionnement des systèmes agroalimentaires et de réduire le métabolisme quand il est excessif pour tendre vers plus de sobriété. Donc, il y a un enjeu important de quantification des flux dans ces approches et la visualisation, justement, les visualisations sont beaucoup utilisées pour rendre visible cette matérialité. Comme là, par exemple, une illustration extraite d'une étude menée par le GIST Avenir Élevage en lien avec le projet F-Filière sur les flux de matières premières pour l'alimentation des animaux d'élevage en France, avec là le cas de la filière soja. Et souvent, dans les représentations visuelles, l'épaisseur des flèches est proportionnelle au volume des flux. Voilà. Autre regard, donc, part du principe que les cycles biogéochimiques, notamment de l'azote et du phosphore, sont parmi les limites planétaires les plus dépassées. Donc, azote et phosphore qui sont à la fois indispensables pour les organismes vivants et qui, en même temps, peuvent être très dommageables pour l'environnement quand ils sont libérés sous forme réactive. Donc, la majorité des travaux sont dans ce qu'on a appelé donc, ce regard biogéochimique sur le métabolisme, avec les enjeux d'assurer la disponibilité des substances pour une population croissante tout en limitant les pertes et les impacts sur l'environnement, et donc les enjeux de boucler les flux ou d'améliorer l'efficience des systèmes. Donc là, je prends juste comme illustration la méthode GRAPH mise en place par Gilles Billen et ses collègues, qui vise à représenter les flux d'azote entre différents compartiments d'un système, là dans le cas du territoire du bassin de la Seine, et permet d'analyser ce qui rentre, ce qui sort, les pertes vers l'environnement. Autre question, en lien avec les trajectoires de dépendance croissante de l'agriculture aux énergies fossiles et l'épuisement de ses ressources, avec les chocs pétroliers ou autres chocs et crises liées à l'énergie, comme actuellement avec le gaz, se pose l'enjeu de continuer à produire tout en réduisant la dépendance aux énergies non renouvelables et avec les attentes aussi de plus en plus fortes de l'agriculture, à la fois de produire notre alimentation, mais aussi de la bioénergie pour opérer la transition énergétique. Donc, il y a des travaux qui s'inscrivent dans ce qu'on a appelé donc, ce regard énergétique. Je cite notamment la thèse de Souil Archaoui, qui donne bien à voir l'évolution de cette énergie investie dans l'agriculture en France depuis, là, il part de 1882, pour donner à voir qu'on maintenant on est essentiellement basé sur des ressources fossiles. Et il propose dans sa thèse, il teste des scénarios de neutralité énergétique. Voilà, je fais le lien vers un autre webinaire co-organisé par Agrinium où présenté Petros Tsatsipiros qui a encadré cette thèse, si vous voulez plus d'informations. La circulation des flux, elle est aussi liée à l'urbanisation croissante qui amène des spécialisations de territoires, des territoires qui consomment, des territoires qui produisent, des territoires de rejet, et également au commerce et à la mondialisation. Donc, il y a des travaux qui s'intéressent à cette inscription spatiale du métabolisme autour de questions de relocalisation, de reconnexion entre production et consommation, et aux interdépendances entre territoires autour de questions de transfert, d'empreinte et de vulnérabilité. Donc, ces travaux rentrent dans ce qu'on a appelé le regard géographique sur le métabolisme
et avec comme illustration, pour reprendre le cas des aliments pour animaux, le travail de Julia Lenoé, qui a régionalisé son analyse des flux de matière et, et situé la place du commerce dans cette circulation de flux. Autre question sur le métabolisme, celle de la création de valeur et de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents maillons des chaînes de filière, puisqu'on constate avec l'Observatoire de la formation des marges et des prix des produits alimentaires, donc la figure présentée ici, que la valeur ajoutée de l'agriculture diminue depuis les années 2000 quand on considère 100 € de dépenses alimentaires. Alors même que la création de valeur, les relations économiques façonnent justement les impacts environnementaux des systèmes agroalimentaires et la géographie de leur métabolisme. Donc, associer les flux monétaires, donc la valeur créée par le marché, ou les emplois, la valeur créée par le travail, à l'analyse des flux de matière, fait partie de ce qu'on a appelé le regard sur l'économie du métabolisme, comme dans ce cas de la filière céréalière dans les Hauts-de-France réalisée par le BASIC. Donc, on a ces différents regards et facettes sur le métabolisme, mais se pose aussi la question des capacités effectives des acteurs, des institutions et des politiques pour agir sur cette réalité matérielle, et donc associer à l'analyse des flux et des processus biophysiques celle des acteurs, et un des enjeux des approches métaboliques, comme souligné par Sonia dans son introduction. Et donc, c'est ce qui a été fait dans le projet BOAT, autour notamment du déploiement de la méthanisation dans le nord de l'Aube, et c'est ce que présentera Pauline Marty dans la suite. Autre levier de transformation du métabolisme des systèmes agri-alimentaires, avec des travaux là qui sont beaucoup plus rares et qui émergent juste, c'est de voir que le métabolisme des systèmes agroalimentaires, il devient plus lisible et transformable quand on reconnaît aussi qu'il est ancré dans les pratiques culturelles et des institutions sociales. Et c'est ce que met notamment en évidence Barbara Reding-Schloffer dans sa thèse, s'intéressant aux pertes et au gaspillage alimentaire. Dernier regard, qui est le regard historique, qui met justement dans une perspective historique les précédents regards, afin de mieux comprendre les trajectoires socio-métaboliques, à la fois les moteurs et les variables de changement, scénariser des prolongements ou des bifurcations plus ou moins radicales, et inventer ou réinventer des alternatives socio-techniques. Donc là, j'ai repris l'illustration du regard biogéochimique sur le bassin de la Seine, en donnant à voir ce qu'il était auparavant. Et Gilles Billen et son équipe donnent aussi à voir ce qu'il pourrait être en 2050 dans deux scénarios, un scénario libéral ou un scénario agroécologique. On a pu identifier 4 finalités de ces approches métaboliques, à la fois une finalité de comparaison de métabolisme de systèmes agroalimentaires ou de territoires dans l'espace et dans le temps, autour d'indicateurs comme l'intensité du métabolisme, son ouverture ou son autonomie, ses empreintes, sa circularité. Voilà, il y a des travaux dont la finalité va plutôt sur des scénarios d'évolution du métabolisme, plus ou moins construits avec les acteurs, ou sur l'analyse des vulnérabilités du système agroalimentaire du point de vue de son métabolisme, du fait de sa dépendance à des opérateurs ou des ressources extérieures, ou s'il est plus autonome, des perturbations possibles liées au changement climatique, par exemple, ou à la baisse de la population agricole. Et dans les finalités quand même transversales qu'on retrouve, il y a cette question de rendre visible l'invisible pour l'action et les politiques publiques. Voilà, je vous remercie. Et si j'ai bien compris, les questions, c'est après l'ensemble des présentations. Tout à fait. Je passe la main à Pauline. Merci, Sophie. Ah, Pauline, ton micro est fermé. Ah, il y a un souci de son, visiblement. Pauline, non, elle n'a pas remis son son, donc il faut que tu remettes ton son. Bonjour, là. Et parfait. puis tu vas dans paramètres d'affichage pour… C'est bon. Et de nouveau, les paramètres d'affichage ? faut que tu mettes… va dans paramètres d'affichage parce que là, on est en mode présentation. On n'est pas en mode présentation, on est en mode présentateur. Ok, est-ce que ça change quelque chose comme ça? Je ne retrouve plus les paramètres d'affichage que tu m'avais indiqués. C'est en haut de ton écran, normalement. Je vais arrêter le
partage d'écran, excusez-moi. J'en profite donc pour quand même remercier. Voilà. J'en profite donc pour remercier Sonia et Philippe pour l'invitation et puis Sophie pour avoir bien posé le cadre des approches métaboliques dont j'espère illustrer une partie grâce au cas d'étude du nord de l'Aube. Donc, ce cas d'étude avait notamment pour objet d'utiliser une approche métabolique pour mieux comprendre les dynamiques actuelles de la bioéconomie dans le nord de l'Aube. Alors, ça a été fait dans le cadre du projet BOAT, issu d'un appel à projet graines de l'ADEME, BOAT signifiant biomasse d'origine agricole dans les territoires. On avait 3 objectifs qui étaient de comprendre les modes de gestion et de valorisation de ces biomasses et aussi de connaître les empreintes et de mesurer les richesses créées par toute cette matérialité de l'activité agricole. Et puis, de faire une prospective territoriale participative, incluant donc des acteurs du territoire. Je vais vous présenter les différentes étapes de la démarche et puis en arriver à notre résultat principal. Alors, la première étape de la démarche qui a été mise en place, c'est pour connaître la matérialité du système agricole, de se donner une première vision par le protométabolisme, c'est-à-dire un outil qui a été créé lors de ce projet, qui est fondé sur des bases de données publiques. Étant donné que je n'ai pas réussi à mettre bien mon mode présentateur de PowerPoint, je me rends compte que n'ayant pas mes notes, j'ai eu un petit oubli. Je voulais d'abord dire rapidement le nord de l'Aube, pourquoi ce cas d'étude et ce qui nous intéressait dedans. C'est un territoire de grande culture et de culture industrielle qui, depuis quelques années, voit une certaine montée en puissance des nouvelles dynamiques liées à la bioéconomie. D'une part, malgré la présence très importante d'éthanolerie et de travail à partir de la betterave à sucre, on voit une autre dimension de ce besoin d'énergie qui est la montée en puissance de la méthanisation dans le territoire. Le territoire est marqué par cela et aussi par la présence d'un élevage qui est uniquement résiduel. Donc, on a un territoire qui est un très fort exportateur de cultures industrielles et de grandes cultures. J'en reviens maintenant au protométabolisme. On l'a appelé proto, c'est pas très joli, mais c'est simplement pour indiquer que c'est une espèce de métabolisme automatique qui va indiquer quelles sont les sources de biomasse disponibles sur le territoire et par quels acteurs vont-elles transiter. Il y a du coup un système d'information qui s'appelle SIBOT et qui est disponible à tous sur Internet, où on choisit une zone d'étude et on accède d'une part aux données et puis ensuite à certains indicateurs. Alors, à savoir, ce protométabolisme va en fait attribuer automatiquement des flux de biomasse entre les acteurs. Et puis, voici par exemple une image que ça nous donne pour le nord de l'Aube. On a donc notre territoire nord de l'Aube en grisé. On a les quantités produites sur les différentes filières et puis on a les acteurs de la première transformation et donc le système fait une espèce d'allocation automatique. Il y a X tonnes de blé produites, il y a des meuniers et des minotiers, on leur attribue donc ces X tonnes, le surplus partant à l'export du territoire. Ça donne une très bonne première image à partir des données disponibles dans une grande variété de bases de données, qui ont donc les inconvénients liés aux bases de données. Nous avons notamment des difficultés avec la base Sirène, qui, pour certains types d'activités, est extrêmement bien renseignée, pour d'autres, avec des déclarations un peu moins exactes. Alors, une fois que nous avons fait ce protométabolisme, il s'agit en fait de le consolider par une enquête de terrain. Alors, cette enquête de terrain, elle vise à confirmer ou infirmer les échanges de biomasse et aussi les acteurs en présence. Il y a des bases pas forcément à jour, il y a des acteurs qui ne sont pas déclarés dans les bonnes cases des bases de données, mais ça nous permet de vérifier si globalement, notre première image métabolique est exacte. Il s'avère que dans le cas du nord de l'Aube, elle était globalement, pour la plupart des flux, exacte. Ensuite, l'enquête de terrain, en fait, elle nous permet d'avoir accès aux échanges de flux qui sont invisibilisés dans les bases de données et qui pourtant peuvent beaucoup structurer le travail des exploitations. Ça va être les échanges qui sont non monétarisés, notamment des échanges liés au partage de main-d'œuvre et au partage d'outils qui n'apparaissent pas, mais qui structurent en fait tout. On t'entend toujours pas. Si, moi okay. moi je l'entends, ça vient de toi, Sonia. D'accord, pardon.
Très bien. Je continue donc, je parle un peu plus fort dans l'espoir que ça marche. L'idée dans les approches métaboliques, c'est bien de se situer à l'interface entre la matérialité, donc là, de notre territoire agricole qu'on étudie, et aussi sa gouvernance, parce que les relations immatérielles qui structurent la gouvernance et qui accompagnent les échanges de flux, ce sont bien des facteurs de décision pour les acteurs. Et donc, des facteurs qui vont donner sa forme au métabolisme et qu'on doit absolument inclure dans l'analyse. Et ça, hélas, les bases de données ne nous le donnent pas. Ensuite, pour aller plus loin dans l'analyse, il s'est agi d'essayer de connaître les impacts territoriaux de cette matérialité. Alors, notamment en analysant les empreintes environnementales, énergétiques et socio-économiques des différentes filières à l'œuvre. Je vais assez rapidement là-dessus, on pourra y revenir dans la discussion, notamment avec l'aide de Sophie. L'idée était de pouvoir associer à des filières ou à des productions types des empreintes environnementales grâce à la réalisation d'ACV, d'études d'analyse du cycle de vie, des empreintes énergétiques pour estimer en fait les intrants énergétiques dans le système agricole et quels sont les extrants, encore une fois en termes d'énergie, pour évaluer l'efficacité énergétique de notre système, et puis les empreintes socio-économiques qui ont trait à la valeur ajoutée, sa captation par quel type d'acteurs, les emplois créés ou maintenus sur le territoire. Et nous avons terminé par tenter d'utiliser cette approche métabolique pour pouvoir penser le changement. Ça s'inscrit dans ce que nous précisait Sophie sur le métabolisme pour observer le passé, regarder le présent et pouvoir envisager une prospective. Et je vais vous présenter donc un peu plus précisément notre résultat sur l'utilisation du métabolisme en situation de changement et d'analyse du changement. Vous avez ici une image du métabolisme consolidé, c'est-à-dire protométabolisme et résultats des enquêtes de terrain, d'une partie des filières du nord de l'Aube, où on voit, du coup, alors je vous mets un schéma un peu plus joli, un peu plus coloré, un peu moins normé, cela dit, où on a donc pu étudier les interconnexions entre différentes filières présentes sur le territoire, spécifiquement autour des cultures industrielles, de la betterave et de la luzerne. En fait, historiquement, la pulpe surpressée du nord de l'Aube est utilisée en partie en alimentation animale directement, mais beaucoup est déshydraté et part en alimentation animale à l'export à l'extérieur du territoire. Les déshydrateurs présents dans le nord de l'Aube structurent cette activité-là et structurent aussi l'activité de la luzerne. On a une grande production de luzerne qui se retrouve, elle aussi, déshydratée puis exportée à destination de l'alimentation animale. Ces 5 à 10 dernières années, il y a eu une montée en puissance des projets de méthanisation avec une dizaine de méthaniseurs installés sur ce territoire. Et donc, on a vu apparaître un premier changement d'allocation sur la pulpe surpressée, la pulpe étant récupérée pour alimenter les méthaniseurs. Ça pose une première question de survie en fait, de l'activité des déshydrateurs, puisque la pulpe de betterave représente 70% de leur volume. Si cette pulpe venait à disparaître, l'activité de déshydratation s'arrêterait et aurait pour conséquence un impact délétère sur la filière luzerne, qui, elle, a besoin des déshydrateurs pour aller jusqu'au bout de son activité économique. Donc, on a pu montrer en fait, que ces interconnexions entre filières par des outils du territoire et aussi par un partage de certains flux de biomasse peut avoir des effets de concurrence, des effets de compétition notamment. On a pu mettre en valeur le fait que la pulpe de betterave ici était un flux stratégique et que les déshydrateurs s'avéraient être un fonds économique, pour reprendre un peu les termes de la bioéconomie de Georges Skourogan. C'était des outils qui permettaient à des filières comme celle de la luzerne d'exister sur le territoire, ces filières étant extrêmement importantes du point de vue de la fertilité des sols. Nous sommes dans un système de grande culture avec peu d'apports azotés venant des élevages. La luzerne est donc un bon ingrédient dans les rotations. On a pu voir, je ne le présente pas ici, mais d'autres flux comme ça qui apparaissent stratégiques, soit pour le devenir du territoire agricole en termes de durabilité, par exemple l'eau. On a un passage des cultures de colza à des cultures de tournesol face à des impasses agronomiques spécifiques du territoire face au colza. Et alors que la question de la disponibilité en eau ne s'est jamais posée,
l'augmentation des cultures pour les méthaniseurs, notamment des cives et un peu du maïs, et le passage du colza au tournesol change la donne et on commence à avoir des inquiétudes sur le partage de la ressource en eau. J'ai parlé de l'enjeu de fertilité et on peut voir aussi certains flux stratégiques qui vont par exemple bloquer l'évolution du territoire ou son développement. Par exemple, les agriculteurs bio installés sur le territoire ont déjà la main mise, si je peux le dire comme ça, sur l'ensemble des fertilisants organiques qu'on peut trouver dans le nord de l'Aube. Il n'y a pas d'autres productions de fertilisants organiques locaux et donc il y a un certain plafond actuellement sur les possibilités de conversion en bio d'exploitations qui pourtant le voudraient, mais se retrouvent face à ce manque de fertilisants azotés. Voilà. Donc, cette approche métabolique, nous avons eu l'occasion de la présenter lors d'ateliers avec les agriculteurs du territoire. Nous avions deux groupes, un atelier qu'on a appelé filière, avec plutôt des représentants des filières des agriculteurs, et puis un atelier territoire avec plutôt des représentants des OPA et des collectivités. Nous avons pu conduire, hélas, que les 2 premières séries d'ateliers et pas la 3e à cause du Covid et des confinements successifs et des fins de confinement qui tombaient pendant les périodes de semis-moisson et autres. Donc, nous espérons le faire prochainement. Mais on a déjà pu valider et partager notre diagnostic et puis un peu l'amender grâce aux apports des agriculteurs. Et puis, à partir de ce métabolisme, on leur a demandé de travailler à construire une vision partagée. Qu'est-ce que ce serait votre vision pour le territoire agricole dans le nord de l'Aube à l'horizon 2050 ? Notre objectif est de pouvoir, dans un 3e atelier, pouvoir travailler concrètement aux grands leviers et aux grands verrous qui permettraient au territoire d'atteindre cette vision. Pour mémoire, la vision commune est assez ambitieuse mais extrêmement intéressante. C'est l'idée que, donc, je vous la mets ici, l'agriculture dans le nord de l'Aube sera le fruit d'une politique cohérente. Ça, c'est un premier point. On sent ici tous les enjeux de gouvernance d'un territoire agricole. Elle doit être plurielle, à la fois dans ses types, son installation, sa géographie et ses relations au marché. Et vous voyez que tout de suite, elle doit avoir des impacts positifs en termes socio-économiques sur le territoire, en ce qui concerne la population, le travail. Et enfin, un impact positif sur la biosphère au service de consommateurs citoyens. Donc, toute l'idée est à partir de ça, maintenant, organiser la suite des ateliers pour pouvoir aller un peu plus directement s'interroger avec les acteurs du territoire sur quelles sont les réelles capacités d'évolution, les marges de manœuvre, les leviers et les verrous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Pauline. Attends, je vais enlever le partage, c'est bon. Hop, et donc bonjour à tous, et je vais lancer le partage de mon côté. J'en profite pour vous dire qu'effectivement, vous avez vu que j'attendais impatiemment les premières questions, parce que pour l'instant, alors que sur ce sujet-là, je pense qu'elles doivent être nombreuses. Donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Vincent, à vous. Bonjour à tous, merci de l'invitation et puis c'est avec plaisir du coup que je clôture en venant parfaitement, je pense, compléter les 2 présentations précédentes puisque on a vu l'application et l'intérêt de cette approche du métabolisme territorial dans le cadre de zones grande culture et si on regarde un peu sur l'autre extrême, hein, qu'en est-il dans les zones de forte production animale et donc là c'est un peu le cas d'étude auquel on s'est confronté et qui viendra compléter les 2 présentations précédentes. Donc, dans le cadre de ce territoire-là, donc on est en Vendée hein, et une grosse pression, je dirais, de production animale. Donc, nous avons déroulé à travers 5 grandes étapes la méthode de caractérisation du métabolisme territorial en reprenant un petit peu hein, ces étapes une à une et qui seront le fil conducteur de cette présentation. Un des premiers enjeux est de réussir à présenter un petit peu la problématique et d'identifier les questions qui sont à instruire. Donc pour ça, je vous présente le système qui était à étudier avec donc d'un côté une première entreprise, Zen Nature, qui est un fournisseur de litières qui a été préparé en vue d'alimenter des plateformes de compostage. Donc, cette plateforme est distribuée auprès des éleveurs via la COP Éveil, un second acteur, qui lui va assurer une gestion de flux en pourvoyant à un groupe d'éleveurs cette litière pré-traitée et en assurant derrière la reprise de cette litière pour l'envoyer vers des plateformes de compostage.
plateformes de compostage qui sont détenues par un dernier acteur, Ferti-Éveil, qui lui va assurer un peu de redonner ces lettres de noblesse à des effluents d'élevage en les convertissant en compost, qui eux vont pouvoir être exportés vers notamment des zones de grande culture par exemple, ou à des dimensions géographiques plus proches. Dans le fond, la question que se posaient un petit peu ces trois structures, je vais reprendre du coup la formule de Sophie que je trouve excellente, rendre visible l'invisible, ou même en fait des acteurs de terrain ont ce besoin-là, au-delà des politiques, puisque donc, quand vous prenez ce consortium, c'est des gens qui ont la sensation de bien faire, en tout cas de faire autrement, mais de répondre à des problématiques de territoire, à leur échelle naturellement, mais qui ont du mal à mettre en avant le bienfait qu'ils peuvent apporter, et ce, dans plusieurs dimensions, et notamment la dimension environnementale. Donc là, c'est vraiment un peu cette question-là qui était au cœur du problème. Au niveau des espaces géographiques, on a très rapidement pu distinguer vraiment deux espaces. Un premier situé à 50 km autour des plateformes de compostage qui va correspondre à la zone d'approvisionnement, là où bien des éleveurs sont sollicités pour ramener leur fumier, et une seconde zone beaucoup plus large, environ 150 km, où va être exporté le fumier. En règle générale, c'est que la matière dans des logiques d'export peut aller d'un plus ou moins loin en fonction de la valeur ajoutée qu'elle dispose. Et donc, très souvent, pour le compost, cet ordre de grandeur des 150 km est souvent repris. Un autre enjeu donc, dans cette caractérisation du métabolisme territorial, c'est de réussir à identifier tous les acteurs, mais aussi en étant capable de voir leur rôle. Donc pour cela, une méthode était proposée qu'on a appuyée en essayant de classifier comme ça au regard de leur pouvoir, de leur légitimité, de l'intérêt, les différents éleveurs. Donc naturellement, on retrouve au centre les acteurs principaux de ce système. Et en périphérie, on est capable de replacer d'autres jeux d'acteurs, là aussi qui permet un peu d'éclairer le positionnement des différentes parties prenantes de ce système. Et au final, on arrive à une première représentation qui est un petit peu barbare, mais en tout cas des flux de biomasse que nous avons à intégrer. Et donc là, qui remet bien, qui redispose d'une autre façon le premier diagramme que je vous avais montré, avec d'un côté l'activité de fabrication litière qui a l'interaction avec d'autres filières du territoire, notamment dans l'approvisionnement de matières premières. De l'autre, la coopérative agricole qui est vraiment la plaque tournante qui va gérer ses approvisionnements de matériaux litières et les exports des fumiers. Donc avec derrière un collectif d'éleveurs. Et enfin, une dernière grosse entité dédiée vraiment à l'export qui, elle, va être connectée avec d'autres filières, compris sur le territoire ou sur des territoires, on va dire, limitrophes, avec ce double territoire qui est à englober dans le système. Et donc, qui a permis de montrer ici tous les échanges de manière exhaustive. Alors, on n'a pas mis les quantités de matière que cela représentait, ni la qualité des produits, mais donc chaque correspond à un flux qui est un autre point important, celui de la gouvernance, puisque si cette solution a bien pu se mettre en place, c'est aussi parce qu'il y a eu des rapports entre acteurs qui ont évolué. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, puisqu'on est sur un exemple donc, de mise en pratique qui a 15 ans d'antériorité. Juste pour dire, en 1994, au lancement, voilà quel était un peu le schéma de gouvernance et les acteurs présents. Et voilà ceux qu'on a pu identifier, en tout cas actuellement. On voit qu'il y a eu de nouveaux acteurs, de nouveaux liens ont dû être développés, parfois des liens qui étaient conflictuels, qui au cours du temps ont évolué et qui ont fait aussi adapter les solutions à mettre en œuvre sur le territoire. Et au final, on voit aussi dans ces structures-là des choses qui sont très importantes à prendre en compte, comme notamment la présence des agriculteurs dans le conseil d'administration de la coopérative agricole, qui sont à la fois une force motrice et parfois aussi un verrou dans la croissance et la continuité du système.
Un autre outil aussi qui était très intéressant pour nous, pour remettre en perspective un petit peu dans le territoire et tout comprendre du développement, notamment avec le passif qu'on avait, était celui de remettre sur 3 axes les outils des filières, les pratiques et les événements du territoire. Donc, en ce qui nous concerne, ces événements sont beaucoup des événements liés à la réglementation, notamment avec des plans de la directive nitrate, qui ont engendré des réponses sur le territoire, donc qui étaient en zone excédentaire, et des éleveurs qui sont partis de ce constat-là. Si nous ne faisons rien, nous ne pourrons plus continuer à produire, et c'est là où cette logique d'export est rentrée dans le territoire. Au début, à travers un premier schéma qui était le GIE, qui s'est musclé d'une certaine manière en passant au format coopératif et qui, à chaque fois, s'est suivi, je dirais, il y a un parallèle à faire entre un durcissement réglementaire d'un côté sur le dernier axe et l'arrivée de nouvelles infrastructures, pour notamment des plateformes de compostage, pour pouvoir gérer les excédents et répondre à ces problématiques-là. Donc là aussi, une construction du système, je passerai un peu vite, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on voit cette arrivée d'acteurs et cette complexification du système qui a gagné en efficience au fur et à mesure du temps pour au final arriver aujourd'hui à une solution assez aboutie. En termes de collecte de données, donc là aussi, il y a eu un vaste travail qui était à mener. Donc, un premier objectif qui était de bien recenser tous nos flux, définir aussi un cadre d'analyse autour de ces flux en se mettant certaines limites, de dire voilà, on n'intègre pas le devenir des composts dans notre logique de flux, alors que sur un plan environnemental, il y a très souvent une substitution de ces composts à des engrais minéraux et donc des gains environnementaux qu'on n'a pas forcément toujours bien quantifiés. Mais on a fait un premier synoptique, en tout cas, sur comment ces flux étaient répartis à travers le système, et au moins à travers nos 3 acteurs principaux, la fabrication litière, les ateliers de la coopérative et les ateliers d'élevage qu'il y a derrière, et nos plateformes de compostage. On a quand même collecté un peu plus de 200 données, donc il y avait quand même pas mal de choses à appréhender. On s'est limité à une seule année comptable, celle de 2019. Donc au final, vous avez là un petit peu aussi tous les indicateurs de flux matière qu'on a été amené à prendre en compte un petit peu par acteur. Donc on voit qu'on s'est principalement intéressé à des problématiques environnementales et à des problématiques économiques. Alors la problématique économique, pour nous, l'intérêt était plutôt d'étudier la distribution de la valeur ajoutée à travers le système, et sur des aspects environnementaux, de montrer comment cette gestion collective des effluents pouvait d'une certaine manière être génératrice de plus-value environnementale. Pour cela, une dernière représentation où à travers des petits diagrammes, on s'est amusé à comparer donc d'un côté une filière classique avec des hypothèses de perte, notamment d'azote dans la phase sous forme d'ammoniac, et donc hauteur de préjudice environnemental, et donc des coefficients qu'on a l'habitude d'appliquer dans nos systèmes et qui sont représentatifs et qui nous montrent que le système d'élevage en tant que tel n'est pas toujours très efficient, puisque grosso modo, pour une unité d'azote, vous en retrouvez à la sortie à peu près la moitié, et donc vous en avez l'autre moitié qui, elle, est repartie dans la phase atmosphérique et souvent générant ainsi un préjudice environnemental. Et donc là, on a la filière Fertiéveil d'un autre côté qui s'est dégagée. Et donc, une des grosses forces du système, et notamment dans son système de gestion, de s'assurer de reprendre les fumiers le plus rapidement possible dans les bâtiments d'élevage, ce qui permet de s'exempter de la phase de stockage source de pertes, de directement aller sur une plateforme de compostage qui a été raisonnée pour essayer de conserver au maximum les flux. Et les flux ne pouvant être conservés sont traités par un système de biofiltre, là aussi dans l'idée de réduire les préjudices environnementaux. Et très clairement, un éleveur tout seul ne pourrait se payer cette solution-là. Et donc, ce qui montre que ce système-là crée de la valeur ajoutée et qu'une partie de la valeur ajoutée peut être repositionnée pour réduire les impacts environnementaux des solutions. Et donc, au final, on se retrouve avec un système plus conservatif, puisqu'on passe de 50% d'azote conservé à plutôt 60%. Donc là aussi, un intérêt à aller vers cette solution-là. Et donc ça, c'est des choses qu'on parle de rendre visible l'invisible, que les protagonistes du système avaient en tête, mais beaucoup de difficultés à formaliser. Et on va dire cette approche du métabolisme territorial a vraiment été structurante et aidant en ce sens.
En conclusion, donc voilà, cette première conclusion de comment cette approche peut aider à mieux comprendre ces systèmes complexes ou qui sont multifilières, multi-acteurs, mieux aussi comprendre le rôle des parties prenantes, qui est primordial, puisque pour avoir 15 ans de passif, il faut qu'il y ait une organisation, une gouvernance qui soit forte dans ces systèmes-là. C'est une démarche aussi qui est intéressante puisqu'intégrative, c'est-à-dire que bien il y a bien une enquête avec les acteurs et c'est eux qui au final nous racontent cette histoire et comment aujourd'hui ils en sont arrivés là. Donc après, c'était un premier travail. Naturellement, il y a encore des choses à mener, mais pour la petite histoire, on a rééchangé avec Fertiéveil et maintenant, ils se sont dotés d'un système pour suivre tous les flux entrants et sortants, les flux matières de leur plateforme de compostage de manière automatisée, chose qu'ils n'avaient pas avant et qui montre la plus-value, en tout cas pour les acteurs, de rentrer dans ce système-là. Comme l'avait promis Sonia, et je conclurai là-dessus aussi en termes de perspective et pour reboucler aussi un petit peu plus, de manière plus générale avec le grand thème de ces sessions d'agro-webinaire, à l'Itavi, on a trouvé très intéressant cette approche aussi de flux. Et donc très souvent en environnement, on s'inquiète des flux, hein, pas de connaissance des flux, pas d'évaluation environnementale et il devient compliqué derrière de progresser sur cette voie-là. Mais il y a aussi d'autres thématiques qui s'inquiètent beaucoup de flux, et notamment dans le sanitaire. Et donc, du coup, c'est posé pour nous la question de comment cette approche du métabolisme ne pourrait pas être réappliquée sur des problématiques sanitaires qui sont elles aussi multi-acteurs, elles aussi multi-flux, et où là aussi, il n'y a pas vraiment de gouvernance et on voit qu'il y a peut-être un intérêt à mieux identifier le rôle de chacun et les échanges de flux. Donc, un projet qu'on a déposé donc, dans un AP CASA en essayant d'avoir cette approche méthodologique dans un premier temps, puis de l'appliquer sur des territoires dans un deuxième, mais de transposer cette approche-là sur des aspects et des enjeux sanitaires qui eux aussi finalement ont bien ces problématiques de gestion des flux. Donc voilà, pour élargir un petit peu les propos sur la fin, j'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai un petit peu de temps pour des questions et des échanges. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous les trois pour vos interventions. Je vais rebondir sur la première question de Sabine pour Sophie à propos des scénarios au niveau du bassin de la Seine présentés, les schémas de Gilles Billen. Est-ce que Sophie, tu peux expliciter un petit peu les deux options de scénario? Oui, alors, donc comme vous l'aurez compris, là, je vous présentais un peu une synthèse d'un ensemble de travaux de la communauté R&D française à laquelle je n'ai donc pas forcément participé. Donc pour ce travail de Gilles Billen, donc j'ai mis là dans le question-réponse une référence pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais en gros, ce que j'ai retenu, c'est que ces scénarios, ils varient sur 4 variables. À la fois la question du régime alimentaire. Donc pour le scénario agroécologique, on est sur un régime dit demi-tarien avec 40% de produits animaux contre 65% actuels. Et dans le scénario libéral, plutôt 70%. Il y a la question, deuxième variable, des systèmes de culture. Donc, dans le scénario libéral, on est plutôt sur rotation culturelle courte, engrais de synthèse et pesticides. Et dans le scénario agroécologique, rotation longue et diversifiée sans engrais et autres pesticides. La troisième variable, c'est la connexion entre culture et élevage. Voilà, avec un scénario libéral avec des territoires très spécialisés et un scénario agroécologique avec de l'élevage partout, avec une densité permise par la production locale de fourrage. Non, en fait, c'est 3 variables. Voilà, donc les scénarios, ils jouent, ils prennent des valeurs différentes pour ces trois variables. Merci Sophie. Il y avait une question d'Emmanuel pour Vincent par rapport au diagramme entre légitimité et pouvoir pour caractériser les jeux d'acteurs. Il y avait cette référence à une matrice d'Ackermann. Donc, je ne sais pas si Vincent ou
Pauline ou Sophie, vous les connaissez, vous souhaitez… Je pense que Pauline la connaît peut-être mieux que moi parce que je crois que derrière le projet Comet que je mentionnais, il y avait un petit peu des travaux antérieurs qui avaient été conduits, il me semble, par l'UTT 3. Nous, on a été simple applicant, on va dire un peu bête et méchant, hein, et ce que je peux dire, c'est qu'on l'a appliqué, on a trouvé cette approche très intéressante et pour nous, mais aussi pour les acteurs qu'on questionnait, de se positionner un petit peu sur cette matrice-là. Et c'était parfois intéressant de voir là où eux se positionnaient comparé à là où nous, un peu plus extérieurs, on pouvait les mettre. Et après, je laisse peut-être Pauline plutôt compléter, puisque je pense que c'est plutôt toi qui auras les meilleures réponses, en tout cas sur la conception de la matrice. Oui, merci Vincent. Alors pour plus de précision, il aurait fallu que ma collègue Sabrina Brulot, responsable du projet Comet, soit ici, mais je vais m'en faire la digne représentante. Oui, en fait, il y a la matrice d'Ackermann, il y en a d'autres. L'idée générale est de pouvoir en fait par rapport à ce qu'on étudie et ce qu'on analyse, classer en quelque sorte les acteurs en termes de leur pouvoir, de leur légitimité à agir sur ou contre, et en termes d'influence sur le projet, puis globalement à l'échelle du territoire. Il y a différentes matrices comme ça qui existent, notamment pour tout ce qui est de la prise en compte des parties prenantes avec tout la RSE, il existe comme ça plusieurs matrices, mais la grande idée est de pouvoir classer les acteurs à la fois en termes de conduite du projet, mais aussi en termes de positionnement des uns et des autres, puisque derrière, ce sont des logiques d'action qui s'expriment à travers en fait ces positionnements. Et donc, ça permet une analyse un peu plus en profondeur de la gouvernance actuelle, mais aussi de ces dynamiques et donc derrière des capacités de nouvelles coordinations, des capacités de nouvelles interactions et globalement donc des capacités d'évolution du territoire ou du système étudié. Voilà. Merci. Pour revenir sur les questions de scénario, une question sur l'augmentation récente des prix du carburant. Est-ce qu'elle serait susceptible d'avoir un impact sur le rayon de distribution des matières fertilisantes dans le cas de Fertier-Veille? Donc ça, c'est une premier élément de question pour Vincent. Et dans le cas d'un rayon plus restreint, est-ce que les surfaces agricoles seront-elles disponibles pour récupérer ces matières? Merci. Alors, ce coût de l'essence, à la rigueur, c'est quelque chose qui peut être reporté dans le coût de revente du compost. En ce moment, il y a bien un coût de matière première qui embête Fertier-Veille, mais je pense que ce n'est pas tant celui de l'essence, c'est plutôt celui des engrais pétrochimiques, qui du coup, par ricochet, exercent une grosse pression sur les substrats organiques. Et eux, c'est plutôt dans l'entrée qu'ils ont du problème où ils voient qu'ils avaient des contrats avec les éleveurs, et heureusement d'une certaine façon qu'il y avait ces contrats, et c'est là où on voit que dans les questions de gouvernance, il y a des points à bien cocher. Mais eux, du coup, ils ont beaucoup d'éleveurs qui souhaitent maintenant se désengager en disant mais j'ai des propositions pour reprendre mes effluents qui sont peut-être plus avantageux. Donc on voit une sorte de circuit parallèle comme ça qui se crée et qui, eux, peut leur poser des gros problèmes pour mobiliser le substrat. Donc les 50 km, c'est en réalité une moyenne, hein, puisqu'au plus loin, ils vont à 80 km. Et après, ils ont des éleveurs qui sont géographiquement plus proches qui prennent. Donc on a dessiné ce cercle des 50 km qui en réalité est un peu plus diffus. Eux, après, ils réfléchissent vraiment en termes de… C'est une logique économique quand même qui prime derrière en disant, voilà, je peux me permettre d'acheter un peu plus cher mes effluents, d'aller un peu plus loin aussi les chercher, sous condition que j'arrive à écouler mon compost un peu plus cher et plus ou moins proche. En termes de disponibilité des territoires, là aussi, ils fonctionnent un peu à modulo et à vue, et c'est pour ça que ce qu'ils ont rapidement assez compris, c'est qu'il était impératif et nécessaire de contractualiser, de mutualiser. De contractualiser tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont des repreneurs de compost avec qui ils contractualisent pour l'année N+1 et des pourvoyeurs de fumier avec qui aussi ils contractualisent sur les années N+1 de manière à être à l'équilibre. À l'heure actuelle, leur gros problème, c'est qu'ils ont beaucoup de demandes. Donc ça, c'est pas trop un problème. C'est pas là où le cœur du problème. C'est plutôt pour alimenter les plateformes de compostage où ils sont dans le dur en ce moment. Voilà, je sais pas si ça répond bien à la question. Mais… Merci Vincent. Alors une question qui peut s'adresser peut-être à chacun de vous trois. Est-ce que vous pensez que ces outils disponibles peuvent s'appliquer dans le cadre de territoires engagés dans des plans alimentaires territoriaux
pour une alimentation humaine. Est-ce que vous avez des exemples, des illustrations? Si je peux commencer. Oui, alors tout à fait, les approches métaboliques peuvent vraiment bien s'utiliser dans les PAT. Nous tentons actuellement d'obtenir un projet de recherche qui va notamment intégrer cette question-là. Cela dit, ça a tout de suite soulevé la question du périmètre de ce qu'on inclut ou pas dans l'étude métabolique. Par exemple, moi, je vous ai montré un focus sur les filières grande culture luzerne, betterave, parce que ça servait mon propos. Et en fait, ça s'applique aussi, donc, par exemple, à l'enjeu d'un PAT, à savoir est-ce qu'on va inclure les PAT portant quand même souvent sur les circuits courts et ou locaux, qui vont donc structurer la reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Or, est-ce que, du coup, inclure dans ce métabolisme-là des filières qui fonctionnent plutôt sur un mode long, sur des imports et exports, mais qui pour autant ont des influences sur les filières courtes et locales. Voilà, donc il y a une question qui se pose parce qu'en fait, plus on va augmenter l'ampleur de ce qu'on veut voir, plus c'est long de rassembler les chiffres, les données, les informations. Voilà pour un premier élément de réponse. Et un deuxième, si on veut avoir une première carte, une première idée du protométabolisme sur un PAT, c'est tout à fait possible avec l'outil SIBOT que j'ai présenté, puisqu'en fait, on fait le choix de sa zone géographique par code INSEE des communes qui nous intéressent. Donc, ça peut donner une belle première photographie pour permettre au PAT d'avancer selon ses objectifs propres. Peut-être que Sophie, tu souhaiterais compléter? Oui, alors, je peux compléter alors, à la fois sur SIBOT, parce que Pauline a dit qu'il était libre d'accès à tous. Alors, ce n'est pas tout à fait encore le cas, parce qu'on a des petits problèmes de RGPD. Voilà, mais en tout cas, il est accessible sur demande. Voilà, donc vous pouvez m'adresser la demande et on vous donnera les codes d'accès. Et après, sur les projets, oui, tout à fait, il y en a plusieurs. On peut citer le projet Torsade qui s'intéresse au métabolisme, le système alimentaire. Alors, je ne suis plus tout à fait sûre si ça correspond à des PAT. Voilà, moi-même, je coordonne un projet sur les vulnérabilités des systèmes agroalimentaires en lien avec leur métabolisme pour le projet alimentaire interterritorial de la grande région grenobloise, avec cette idée que finalement, les élus ou les acteurs connaissent très peu les filières. Et donc, l'idée, c'est bien de rendre visibles les différentes filières pour pouvoir se poser des questions de leur potentielle relocalisation, de leur vulnérabilité actuelle ou à venir, des complémentarités, des concurrences. Donc, oui, il y a déjà des travaux là-dessus. Merci. Une question de Amandine qui reprend un petit peu sur la question de la gouvernance, sur le schéma des types de relations entre acteurs. Est-ce que c'est possible, Vincent, d'approfondir un petit peu la présentation de cet aspect-là, s'il te plaît? Oui, alors je peux venir peut-être... En fait, sur ces aspects-là, ce qu'on a senti qui était très important dans l'étude de cas, donc j'imagine c'est sur ce schéma-là un peu, peut-être sur les gouvernances. En fait, ce que les acteurs, au fur et à mesure, ont compris, c'est que très tôt, et ce qu'ils ont cherché à mettre en place, c'est une standardisation des pratiques. Et donc, pour standardiser, ils ont été obligés d'une certaine manière de se doter de nouveaux outils, de nouvelles pratiques et de contractualiser. Et donc, pour ça, on voit qu'ils ont dû aller chercher des supports économiques, par exemple Kavak Terena, qui ont investi là-dedans sans pour autant, et donc participent au conseil d'administration, mais en réalité interfèrent assez peu dans la gouvernance et dans la gestion des trois structures. Elles gardent plutôt un œil dessus, d'une certaine manière. On a pu voir aussi des problématiques avec les riverains qui ont entraîné par ricochet des adaptations de la gouvernance, où au niveau des plateformes de compostage, ça a été très compliqué d'installer la première. Il a dû amener beaucoup de garanties, et là aussi c'est un choix fort de la gouvernance qui a dit voilà, on va mettre une partie de notre valeur ajoutée pour amener des gages de sécurité dans cette activité-là. C'était un choix judicieux, et ça clairement, c'est si vous avez une gouvernance, si vous n'avez pas la gouvernance forte à ce moment-là pour le faire, peut-être que le système actuel ne serait pas celui-ci.
Après, là aussi, donc, la remarque aussi que j'avais adressée, dire voilà, il y a aussi des liens entre, au final, des éleveurs qui sont à la fois les pourvoyeurs du système et qui sont aussi intégrés dans le conseil d'administration du système. Donc, eux, forcément, ils ont intérêt à ce qu'il y ait de la valeur ajoutée qui soit rémunératrice pour les éleveurs. Et c'est là où des fois on touchait aussi un peu les limites en termes de gouvernance, c'est que dès qu'il s'agissait de toucher un petit peu cette valeur ajoutée ou de faire bouger voilà, certaines composantes du système, il pouvait être source de frein autant que parfois il pouvait être un moteur pour aller vers d'autres changements. Donc c'est là aussi où c'est intéressant dans cette approche du métabolisme territorial de comprendre un petit peu tous ces trade-offs et ces jeux interacteurs qui se passent, qui évoluent dans le temps, mais qui éclairent en tout cas sur la compréhension du système. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu peut-être d'autres questions qui sont revenues derrière là-dessus, ou si peut-être Sophie et Pauline veulent compléter aussi. Hein. Merci Vincent. Il y avait une autre question qui t'a été adressée sur l'impact de l'abattage des volailles sur la disponibilité des fientes et le fonctionnement de la plateforme de compostage, donc en lien avec les raisons sanitaires. Ouais, ben là, c'est gros problème et on est en plein, Ferti en veille est en plein dedans. Alors après, dans leurs imports, c'est majoritairement hein, comment dire, des supports avicoles, enfin des substrats avicoles qui sont amenés. Ils ont un petit peu de bovin, un petit peu de porcin. Mais là, forcément, avec la conjoncture actuelle et puis l'interdiction de façon des DGAL de bouger, d'avoir des flux de matière et notamment des flux d'effluents qui peuvent être vecteurs de virus, c'est clair que là, pour eux, ça va être une période très, très compliquée. Donc après, Sophie en parlait, voilà, en termes de vulnérabilité, là aussi, où dans ces systèmes-là, ça peut être, voilà, quand on se pose cette question des flux, il y a peut-être la question de la vulnérabilité de chacun des flux, où là aussi, il y a tout un champ d'études à avoir que nous, on n'a pas eu dans notre étude très clairement, mais qui aujourd'hui, par la force des choses, en tout cas, se pose. Merci. On avait un cas dans la vallée de la Drôme avec beaucoup de salmonelle dans les élevages avicoles et avec justement l'idée de mettre en place une plateforme de compostage et avec donc, toute la question justement du traitement des effluents par rapport à cette question de la salmonelle. Donc ça crée des flux, de nouveaux flux ou des flux différents ou des flux perturbés du fait voilà, de problèmes sanitaires ou autres. À savoir, alors donc là on voit une phase compliquée, mais avant aussi, dans le cadre en tout cas de Fertier, eux, ils avaient bien été identifiés par la DGL comme étant des bons hygiénisateurs d'une certaine façon. Et du coup, certains éleveurs qui étaient contaminés se voyaient recommander de dire, voilà, là, vos lots d'effluents contaminés, vous les amenez sur les plateformes Fertiveil où là, donc, les lots sont traités à part naturellement. Hein. Il y avait tout un processus qui avait été qui est mis en œuvre par Fertiveil, mais on voit aussi que voilà, cette maîtrise-là et cette standardisation des process-là peut aussi parfois, sous certains aspects, amener des réponses sur ces enjeux sanitaires. Après, quand on est dans le cadre de la grippe influenza, qui est beaucoup plus large, là, voilà, clairement, le système n'est pas fait pour traiter des problématiques de cette ampleur. Sonia, si tu permets, j'ai une petite question parce que vous avez assez peu parlé de l'impact dans les formations. Est-ce que comment diffuse le concept de métabolisme territorial et les méthodes associées en formation, que ce soit pour les acteurs ou pour les acteurs en place ou pour en formation initiale? Alors peut-être Pauline, qui est enseignant-chercheur, est-ce que est-ce que ça diffuse ou est-ce que pour l'instant c'est encore trop tôt? Alors, ça diffuse un peu, c'est peut-être encore trop tôt, il faut que le métabolisme conquiert le monde. Non, je rigole, mais l'idée, c'est que la pluralité des approches, elle est toujours très bien. Nous, on l'utilise beaucoup en enseignement parce qu'en fait, c'est un cadre d'apprentissage c'est un cadre qui s'acquiert facilement en apprentissage. La logique est assez facile à comprendre et elle nous permet de faire travailler nos étudiants sur des cas d'études en leur montrant d'une part tout ce que le métabolisme révèle comme impact, notamment environnementaux, et donc après de faire leur lien avec toute leur formation en développement durable et en environnement. Et puis aussi, pour une fois aller un peu plus loin dans l'étude de ces systèmes, montrer ce que le métabolisme ne montre pas, à savoir la gouvernance qui doit informer, indiquer plus sur les questions de dynamique du système. Voilà.
Mais c'est un outil qui s'approprie très facilement et qui fait une très bonne base commune pour le reste des apprentissages. Donc, on l'utilise pas mal pour cela. Et est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent du type conseiller en métabolisme territorial ou autre, ou pas encore? Alors, pas encore, mais en fait, la communauté des métabolistes, si je puis le dire comme ça, qui n'existe pas vraiment, je viens d'inventer ce terme, non, c'est une communauté qui est très proche des ingénieurs qui travaillent sur les analyses du cycle de vie, les analyses de flux de substances et de matières, qui, elles, sont tout à fait convoquées en tant que telles dans des projets industriels, économiques et de conseil. Voilà, le métabolisme, c'est une approche, donc sa réalisation, en fait, c'est assez plastique et on adapte en fonction des besoins des secteurs dans lesquels on applique cette approche. Ok, Sonia, peut-être la petite dernière question d'Emmanuel. Oui. Le projet Territoire d'innovation à Dunkerque qui a bâti une toile agri-agro sur la base du concept de toile industrielle de l'Agence d'urbanisme et de développement de la région. Vous connaissez ça, où il y a un lien avec le métabolisme territorial? Oui, ça part du même principe de tracer les flux et d'identifier les acteurs. Donc nous, je sais que nous, dans le projet avec le PAIT de la grande région grenobloise, on travaille aussi avec l'agence d'Urba de Grenoble. Et c'est vrai que les agences d'urbanisme viennent aussi pas mal sur ces questions de représentation des flux et des acteurs. Ok, écoutez, moi je vous remercie tous les quatre, Sonia, Sophie, Pauline et Merci à vous Vincent, pour pour vos l'invitation. interventions Merci. très riches. La semaine prochaine, ce sera le dernier webinaire avant les congés de printemps et on parlera du co-développement d'innovation digitale pour faire face au changement climatique à partir d'exemples concrets de hackathons qui se passent dans les fermes. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce prochain webinaire. Bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.